Bonjour à tous, dans un premier temps, et merci beaucoup aux organisateurs évidemment de ce colloque sur l'habitabilité, de m'avoir invité à me donner l'opportunité de pouvoir faire une présentation sur ce sujet. Donc on va encore parler de la notion d'habitabilité. Vous avez vu que c'est une notion qui est assez délicate à définir, qui n'est pas simple. Il peut y avoir plusieurs définitions, on a vu, ça peut se décliner en plusieurs classes, comme l'a expliqué Olivier tout à l'heure. Et il y a une dimension qui est très très importante, et je vais vraiment axer le cœur de ma présentation sur cela, c'est l'aspect de temporalité. Comment cette notion d'habitabilité peut évoluer à travers l'histoire de notre système solaire, par exemple. Et un des exemples évidemment les plus frappants de l'évolution de ce concept, cette idée d'habitabilité d'une planète, c'est évidemment la planète Mars. Alors j'avais prévu donc un petit portrait de famille, déjà en premier... au tout début, donc voilà, la Terre et Mars, les tailles relatives sont respectées. Mars est un tout petit peu plus petite que la moitié de la taille de la Terre, et elle est beaucoup moins dense, elle pèse 1/10, 10% de la masse terrestre. J'y reviendrai là-dessus, ça sera relativement important, justement pour comprendre l'histoire de l'habitabilité de cette planète-là. Alors très rapidement, vous avez une atmosphère sur Terre, une atmosphère sur Mars beaucoup plus raréfiée que sur Terre. En tout cas, c'est la situation aujourd'hui, au 16 octobre 2012. Voilà donc les caractéristiques de la Terre et de Mars. Donc je vous disais une atmosphère raréfiée, essentiellement composée de dioxyde de carbone sur Mars, un petit peu d'azote et un tout petit peu de vapeur d'eau. On y reviendra également un peu plus tard. Une atmosphère raréfiée, je vous l'ai dit, 6 hectopascales en comparaison avec les 1000 hectopascales terrestres. Et puis une température très basse, moins 60 degrés Celsius, température moyenne évidemment à la surface de Mars, comparée à la température moyenne terrestre qui est aux alentours de 15 degrés Celsius. Et la différence frappante que l'on a quand on regarde la Terre et Mars, c'est que la Terre est bleue et que Mars est rouge. Donc évidemment pas de présence d'eau liquide, à la surface en tout cas, de façon extrêmement étendue, en tout cas aujourd'hui, on le sait, on a la certitude, pas de présence de liquide à la surface de Mars. C'est la différence fondamentale entre les deux planètes. Alors, on a défini la notion d'habitabilité ou de zone d'habitabilité dans un système planétaire, donc de planètes qui orbitent autour de leur étoile centrale, et il s'avère, et je vais essayer de répondre à ces questions-là au cours de la présentation, qu'il y a un paradoxe pour Mars, puisqu'il apparaît, d'après les dernières estimations des limites intérieures et extérieures de la zone d'habitabilité de notre système solaire, que bien que non habitable en surface, on en a la certitude aujourd'hui, Mars se situe encore aujourd'hui à l'intérieur de la limite externe de la zone habitable de surface. Et là je vais préciser de surface, parce que vous avez vu qu'il y a bien d'autres classes possibles de régions ou de zones d'habitabilité. Donc je vais rester, dans les différentes classes que Olivier vous a présentées tout à l'heure, je resterai dans les classes 1 et 2. Et donc je m'intéresserai uniquement à l'habitabilité potentielle de surface. Et donc Mars est encore aujourd'hui dans sa zone d'habitabilité, sa zone habitable, mais n'est plus habitable aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mars n'est pas habitable aujourd'hui? Et puis quelle a été l'histoire? Est-ce que Mars a pu être habitable à une certaine période de son histoire? Pendant combien de temps? On essaiera de répondre justement à ces questions. Alors avant de commencer à répondre à ces questions, on peut définir la zone d'habitabilité d'un système planétaire. Donc je vais aller un tout petit peu plus vite parce qu'Olivier a fait une excellente synthèse de ces notions-là. Tout en gardant à l'esprit que moi je m'intéresse uniquement à la notion d'habitabilité en surface. Donc la Terre, si on prend la Terre comme exemple, c'est à ce jour malheureusement le seul exemple que l'on a de planète habitable en surface et habitée. On va encore au-delà même de ce concept-là. C'est une planète, quelles sont ses caractéristiques principales? C'est une planète au climat stable, en partie couverte d'eau liquide, durant presque toute son existence. Et donc c'est devenu, grâce à ces propriétés, on pense fondamentales, que c'est devenu une planète propice à l'émergence de la vie et puis à sa pérennisation, à sa colonisation. Eh bien, si on essaie de définir ce qu'est la vie,
Je sais que certains ont battu en retraite ce matin pour essayer de donner une définition, mais j'avoue que c'est une question tellement compliquée. Je vais essayer de donner une définition la plus basique possible et la plus... Alors c'est avoué, c'est assumé, complètement assumé, c'est la définition la plus anthropomorphique possible, la plus terramorphique, géomorphique possible. Alors plusieurs, évidemment, définitions sont possibles. Mais si on se base sur notre expérience quotidienne et sur la connaissance que l'on a sur l'émergence de la vie sur Terre et son évolution, eh bien, on y voit essentiellement de la chimie du carbone en solution dans de l'eau liquide. Et on peut rajouter la dimension temporelle. Évidemment, ça, il faut que ça se fasse pendant suffisamment longtemps pour que la vie, non seulement puisse émerger, mais également évoluer. Donc, il y a un triptyque, donc même, on peut rajouter un quatrième point pour faire non pas un triangle, mais une pyramide, de l'énergie, du carbone, de la matière organique ou du carbone, de l'eau liquide, et il faut rajouter le temps. Je n'ai pas eu le temps d'adapter ma présentation pendant qu'Olivier était en train de discuter de tout cela. Moi, je regarde juste en 2 dimensions, ça fait déjà un joli triangle. Et donc, si on raccourcit un tout petit peu cette conceptualisation de la vie, du point de vue chimique et physique, donc c'est une définition restreinte de la vie, eh bien on voit que la vie est intimement reliée et connectée à la présence d'eau liquide. Alors, moi je m'intéresserai à l'eau liquide en surface. Et puis cette eau liquide, donc, moi j'avais préparé le même transparent qu'Olivier, donc je vais aller très vite sur ces notions-là. Donc vous connaissez déjà, vous savez absolument tout sur le diagramme de phase de l'eau, où vous avez effectivement ici présenté donc en nuances de bleu la partie où l'eau liquide est stable. Donc les températures et les pressions pour lesquelles l'eau liquide est stable. Et donc, si on résume un tout petit peu, pour qu'on ait de l'eau liquide à la surface d'une planète, il faut avoir une pression minimale de 6 millibars, donc on se réfère simplement à ce diagramme de phase, et puis, alors donc c'est approximatif, c'est autour de 6 millibars. À partir de 6 millibars, on voit que, quelle que soit la température, il y a toujours une région de température où on peut avoir de l'eau liquide. Je ne sais pas si je peux... Non, je suis trop petit pour le montrer avec le doigt. Vous allez voir, c'est vraiment, même pour Mars, hein, aussi bien pour moi que pour Mars, c'est vraiment un problème de taille. Alors, ça marche pas, si ça marche un tout petit peu. Vous voyez, non, ça marche pas très bien. Bon, c'est pas très grave, vous avez compris, vous savez de toute façon parfaitement ce qu'est un diagramme de phase. Et si on regarde les températures, eh bien on voit qu'il faut comprendre entre 2 extrêmes, donc j'ai poussé un tout petit peu les extrêmes, mais entre 0 degrés Celsius et 374 degrés Celsius, qui est le point critique, la position du point critique. On voit qu'il y a toute une potentialité de régions où l'eau peut être à l'état liquide. Et donc, on va essayer de voir si on peut retrouver ces conditions à la surface de planète. Évidemment, on trouve ces conditions-là à la surface de la Terre. C'est un bon exemple, un bon point de départ pour essayer justement de délimiter ces régions-là, ce qu'on appelle la zone habitable de surface de classe 1 et 2 dans le système solaire. Alors la zone habitable de surface, classe 1 et 2, j'ai juste eu le temps de modifier ce transparent-là dans le système planétaire. Il y a une définition romantique, c'est la zone habitable est une région de l'espace où les conditions de surface sont favorables à l'apparition de la vie. Et il y a une définition un tout petit peu plus rigoureuse, physique. Elle a été définie par Hart en 1979 comme la région dans laquelle l'eau peut exister en fait à l'état liquide à la surface d'une planète. Donc c'est un habitat qui peut recevoir la vie, mais qui... enfin voilà, ça se réduit, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces définitions, mais qui s'est réduit à une définition purement physique. Les deux sont évidemment connectés. Donc, ou en tout cas un état qui se réduit à un état physico-chimique. Donc il faut de l'eau liquide à la surface. Donc c'est une région circumstellaire, comme je l'ai indiqué ici, où une surface planétaire peut avoir une température moyenne supérieure à 0 degrés Celsius. On part de ce postulat. Et donc comment on définit la zone habitable dans notre système solaire et comment on a pu la calculer? Donc ce sont des travaux qui ont été effectués donc, par Anglada SQD, inspirés par des travaux de Frank Celsis, qui fera la présentation juste après moi, pour essayer de définir justement les limites internes et externes et voir quelle planète du système solaire pouvait appartenir à cette zone habitable de surface. Eh bien, on peut définir les limites, la limite externe
La limite externe est définie, évidemment, plus on s'éloigne de l'étoile centrale, plus la température de surface chute, et il y arrive un moment où on ne peut plus empêcher la glaciation. Une forme de glaciation galopante, qui peut éventuellement être contrée en fonction de la présence ou non d'une atmosphère, et de l'efficacité de l'effet de serre, de la présence de nuages également, et de la présence de tectoniques des plaques. Alors je ne rentrerai pas dans le détail, parce que ça pourrait faire l'objet, la définition de ces limites externes et internes pourrait faire l'objet d'une présentation à elle seule. On pourra peut-être en discuter un tout petit peu après. Et donc, en jouant un tout petit peu sur ces effets, sur la compensation de chacun de ces effets, et sur des, des propriétés réalistes de composition atmosphérique, on peut pousser jusqu'environ 2,3-2,4 unités astronomiques pour la région, la limite externe de la zone habitable. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des compositions atmosphériques compatibles avec la présence d'eau liquide en surface d'une planète qui pourrait se situer jusqu'à 2,4 unités astronomiques de notre Soleil. Même type de raisonnement pour la limite interne, sauf que là, il faut évidemment, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'étoile, on augmente la température de la surface et de l'atmosphère, si jamais il y en a une, évidemment, et il faut éviter à tout prix l'évaporation des océans, l'évaporation de l'eau liquide galopante. De l'autre côté, on a le monde de la glace, de l'autre côté, on a le monde de la vapeur d'eau. Et donc pour éviter cette évaporation galopante, ou ce qui peut contrebalancer éventuellement les effets de cette évaporation galopante, eh bien, et cet effet de serre galopante par la suite, parce que si on évapore et qu'on rajoute de la vapeur d'eau dans une atmosphère, la vapeur d'eau, le gaz H2O est également un gaz à effet de serre, et donc il y a un effet ici de rétroaction positive où la température continue à augmenter, etc. etc. Un moyen possible de contrer cet effet est de pouvoir refroidir et l'atmosphère et la surface d'une planète, et c'est de rajouter des nuages très très épais et qui vont réfléchir la lumière du soleil, et donc refroidir ce qui se passe un petit peu en dessous, qui vont servir de bouclier, ce qu'on appelle l'anti-effet de serre. Donc en jouant sur ces paramètres, avec des paramètres réalistes, et en ayant jusqu'à des couvertures nuageuses de 100%, ce qui n'est pas forcément très très réaliste, mais on arrive à descendre la limite interne de la zone d'habitabilité de surface, j'insiste là-dessus, pour ne pas être ambigu, donc de notre système solaire jusqu'à 0,5 unités astronomiques. Et ce que l'on voit, pour revenir à notre sujet, ce qui nous intéresse véritablement, c'est que Mars est de toute façon à l'intérieur de la zone d'habitabilité. Et elle l'a été, donc si on rajoute la dimension temporelle, et si on revient sur l'idée du Soleil faible quand il était plus jeune, et que sa luminosité ne fait qu'augmenter avec le temps, on voit la zone d'habitabilité, donc la température potentielle donc à la surface des planètes, qui se translate avec le temps au fur et à mesure que la luminosité du Soleil augmente, et se dilate légèrement. Mais on voit que Mars, dans certaines conditions, avec un effet de serre suffisant, pourrait rester dans la zone d'habitabilité de surface pendant toute l'existence du système solaire. Elle y est encore aujourd'hui, elle y était peut-être de façon un peu plus contraignante au niveau de l'épaisseur de l'atmosphère au début du système solaire, au début de l'histoire du système solaire, et elle y sera encore, elle y sera potentiellement de plus en plus facilement. Elle y rentrera de plus en plus facilement au fur et à mesure que le temps passera. Vous avez le temps ici en milliards d'années sur l'axe des ordonnées. Donc la question qui se pose, c'est, on connaît Mars aujourd'hui, je ne vais pas le détailler, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de la présentation. Mars est devenu un désert aride et froid, avec une atmosphère extrêmement raréfiée. Alors qu'a priori, elle a été constituée des mêmes éléments que la Terre et que Vénus, qui présentent aujourd'hui encore une atmosphère. La seule chose qui change, c'est la distance au Soleil, mais on a vu que ce n'était pas forcément rédhibitoire quant à l'habitabilité de surface de Mars, puisqu'elle était encore dans la zone d'habitabilité. Et il y a un paramètre qui change, c'est sa masse et sa taille. Et on va voir quel effet ça peut avoir sur l'histoire de son habitabilité. Et donc pour reconstruire l'histoire martienne, eh bien, on peut se baser sur un certain nombre d'indices géomorphologiques, topographiques, de structure de surface et minéralogiques pour essayer justement donc, de reconstruire l'histoire climatique de la planète et voir si à un moment donné
Mars n'a pas été habitable, n'a pas connu des conditions d'habitabilité favorables au niveau de sa surface. Et donc, je vais vous présenter dans les prochains transparents ce qu'on appelle le modèle standard martien. C'est l'histoire climatique et minéralogique et géologique martienne, basée sur les données les plus récentes d'observation de la planète, depuis l'orbite, mais aussi en surface grâce aux derniers rovers qui sont sur la surface, excusez-moi, qui travaillent encore aujourd'hui et qui étudient la surface de Mars de façon in situ. Alors il y a une première période, j'ai marqué à moins 4,5 milliards d'années la naissance du système solaire et la formation de Mars. Une première période qui est appelée le Noachien et qui, comme tous les corps du système solaire, a connu un bombardement météoritique extrêmement intense. C'est ce qui a commencé à former. Donc, à former ici tous les cratères d'impact que vous voyez sur cette carte globale de Mars. Et qui a contribué également à former les bassins d'impact absolument gigantesques qui sont la Argyre planitia par exemple, ou le plus connu, le bassin d'Hélas qui se trouve à 9 km de profondeur. Alors je ne l'ai pas précisé encore, mais ça peut être intéressant. C'est que le code de couleur que vous avez ici surimprimé sur des cartes, donc des cartes d'albédo de la surface de Mars, le code de couleur que vous avez, c'est tout simplement la topographie qui est représentée, avec en bleu les terrains les plus profonds par rapport à un niveau de référence, et en rouge les terrains jusqu'en blanc, rouge, marron et blanc, les terrains les plus élevés. Et donc vous voyez les bassins d'impact qui ont été formés dans ces premiers âges, ici, lors d'un bombardement météoritique extrêmement intense, dans les premiers âges du système solaire. Et c'est à cette époque-là aussi, et la première chose qui frappe quand on regarde une carte topographique de Mars, c'est une dichotomie entre les deux hémisphères. Il y a un hémisphère qui est globalement plus élevé, et plus élevé de 6 à 7 à 8 km en moyenne par rapport à l'autre hémisphère. Vous voyez l'hémisphère nord, lui qui est beaucoup plus bas que l'hémisphère sud. Et il paraît aussi beaucoup plus jeune parce qu'il est beaucoup moins cratérisé. Et on pense également que cette dichotomie, alors c'est encore extrêmement controversé, enfin c'est en débat, on n'a pas de preuve formelle encore de cela, mais on pense que c'est un impact géant qui a arraché une partie de la croûte de l'hémisphère. Donc pendant cette période assez troublée, il y a eu donc une transformation de la croûte de Mars, de la surface de Mars très importante. Pendant cette période, c'est aussi pendant cette période, donc grâce justement à la cratérisation, on peut dater les terrains et on peut regarder, quand on regarde attentivement certains terrains depuis l'orbite, par exemple, on voit qu'il y a énormément de formations dans les terrains les plus anciens, donc toujours appartenant à cette période du Noachien, la formation de vallées ramifiées et de deltas, qui témoignent de la présence d'eau liquide relativement stable, pendant une période de temps normalement assez longue. Et ça, dans les terrains les plus anciens. Donc, quand on remarque, et puis ce ne sont pas les seuls, hein, j'ai mis ici uniquement 2 exemples où l'on voit effectivement donc, des structures qui sont aujourd'hui fossilisées, il n'y a plus aucune trace d'eau liquide, hein, mais qui ont été formées par des grands écoulements et des écoulements au fort débit d'eau liquide à la surface de Mars. On peut commencer à se poser la question, à cette période-là, est-ce qu'il n'existait pas un climat suffisamment chaud et humide et une atmosphère suffisamment épaisse, hein, tout cela étant lié, pour que l'eau liquide soit stable à la surface de Mars. Donc on peut commencer à se poser la question. Et se poser la question, évidemment, si on remplit tous les bas topographiques de Mars, savoir si Mars n'aurait pas pu, dans les premiers millions d'années, les premières centaines de millions d'années de son existence, ressembler à quelque chose comme cela. Et si on continue, donc ça c'était des indices purement géomorphologiques, on voit des formes de rivières, des formes de delta. Si on rajoute l'argument minéralogique, eh bien cela abonde dans le sens d'un climat martien plus chaud et plus humide dans ces premières années. Donc là, c'est notamment la découverte, toujours dans les terrains les plus anciens, de quantités, de dépôts de phyllosilicates. Ce sont tout simplement des argiles. Je ne rentrerai pas dans le détail de la formation de ces minéraux,
mais ils sont formés, ils sont connus pour être formés en présence d'eau liquide stable, et en plus faiblement basique. Donc si on rassemble tous ces arguments et toutes ces observations, sur la première période, on voit qu'il y a des dépôts vraiment très étendus d'argile à la surface de Mars, et qui sont dans les terrains les plus anciens. On avait donc très certainement un climat chaud et humide et de l'eau liquide stable. Voilà la vision que l'on avait, en tout cas que l'on a dans le modèle standard géologique et climatique de la planète. Et puis il se passe quelque chose à 3,7 milliards d'années. On voit dans les enregistrements géologiques et minéralogiques un changement climatique, quelque chose qui est lié à un changement climatique extrêmement brutal. Et l'explication la plus probante, en tout cas, c'est que c'est à cette époque-là et cette période-là, et on a des enregistrements aussi de champs magnétiques, de paléo-champs magnétiques sur Mars, c'est que Mars avait dans son existence, au début de son existence, un champ magnétique, et à un moment donné, il s'est arrêté. Et il se sera arrêté justement aux alentours de moins 3,7 milliards d'années. Et à ce moment-là, c'est un bouleversement majeur pour Mars, alors que Mars était plutôt favorable, avec de l'eau plutôt favorable, des conditions plutôt favorables à l'habitabilité en surface, avec de l'eau liquide. Là, il y a un changement brutal, avec arrêt du champ magnétique, érosion massive, beaucoup moins de protection, comme Sacha vous le disait tout à l'heure. C'est quelque chose de fondamental pour une planète, pour se protéger du rayonnement, du vent solaire et des éruptions de l'étoile centrale. Et donc il y a une érosion massive à ce moment-là de l'atmosphère, qui fait que Mars, en quelques millions d'années, va perdre l'atmosphère qu'elle avait, et qu'il a caractérisée très certainement dans ses premières centaines de millions d'années. Et cela, on pense que c'est très certainement dû à la taille de Mars par rapport à la Terre, à la taille de la Terre. Enfin, plutôt la masse, hein, véritablement, pas la taille. Hein, c'est vraiment la masse de Mars qui est très importante, le paramètre très important ici, qui a fait que le flux d'énergie interne était trop faible pour maintenir l'intérieur de Mars fluide. Et en solidifiant l'intérieur de Mars, on a arrêté le champ magnétique, on a arrêté l'effet dynamo, et on a arrêté le champ magnétique. Donc ça, le volcanisme intense n'a pas été maintenu non plus, et Mars n'a pas pu connaître de tectonique des plaques non plus. Tout cela contribue à la perte, à l'érosion extrêmement efficace de son atmosphère. Et d'un climat chaud et humide, on est passé à un climat relativement froid et sec, et peut-être quasiment et de façon assez brutale à l'image que l'on a du climat martien aujourd'hui. Donc je vais passer beaucoup plus vite sur les autres périodes pour voir qu'est-ce qui a pu se passer au-delà du Noachien. On appelle l'Hespérien, l'ère géologique qui a suivi le Noachien. Et bien de moins 4 à moins 3 milliards d'années, il y a eu un volcanisme actif, mais on voit que toutes les activités, aussi bien volcaniques, des activités tectoniques, création de failles ou de rifts, et activités d'érosion, se sont progressivement, à partir de ce changement brutal, de la fin du Noachien, se sont progressivement éteintes. Toutes ces activités se sont éteintes sur Mars pour avoir un visage de Mars assez proche de celui que l'on a aujourd'hui. Donc quand même du volcanisme, qui s'est arrêté assez vite, et extrêmement localisé. Alors, on a quand même un plateau qui a été actif jusqu'à très très récemment. Il y a le plateau de Tarsis ici avec 3 volcans alignés, et puis le plus connu, Olympus Mons, qui fait 25 km de haut et 600 km de large, etc., etc., qui fait la taille de la France. L'ouverture d'un rift à ce moment-là aussi, qui est le rift le plus connu du système solaire, c'est Valles Marineris, 5000 km de long, 2000 km de large, etc., etc. Et puis quand même quelques traces très localisées. On ne peut pas dire qu'il n'y avait plus d'activité aqueuse à la surface de Mars, mais elles deviennent beaucoup plus rares et beaucoup plus épisodiques, et elles n'ont pas les mêmes caractéristiques géomorphologiques que celles qu'on a détectées dans les terrains les plus anciens, ou observées dans les terrains les plus anciens. Ce sont plutôt des vallées de débâcle, avec des décharges d'eau très intenses, mais beaucoup plus courtes en temps, et pas de traces d'eau stable en tout cas. Et puis, du point de vue minéralogique, on avait les argiles au début de l'existence de Mars, on a les sulfates par-dessus les argiles, qui nous montrent que c'est un minéral qui est formé dans une eau plutôt acide, donc il fallait quand même un petit peu d'eau, mais de façon peut-être plus épisodique, très certainement, et une eau acide liée avec un volcanisme intense à ce moment-là. Donc si on trace l'histoire de l'Hespérien,
Donc toutes ces activités, l'activité de Mars commence à décliner, un climat plutôt froid et sec, et on a tous les indices qui nous indiquent cela, avec tout de même un volcanisme, des épisodes d'eau liquide acide, mais très rares, là, avec la formation des sulfates. Et puis tout ce qui de moins 3 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, eh bien on a formation plus du tout, quasiment plus ou pas d'eau d'activité aqueuse à la surface de Mars, formation d'oxyde de fer, donc sans présence d'eau, et c'est ce qui donne aujourd'hui la couleur rouge martienne. Donc la formation des calottes, mais ça je vais beaucoup plus vite, c'est moins intéressant pour le propos. Et des écoulements présents, on a pu éventuellement en observer, on a vu l'apparition de ravines plutôt contemporains, donc il y a quelques années, puis encore aujourd'hui avec les missions d'orbite autour de Mars, mais ils sont extrêmement rares et extrêmement localisés, et la question se pose encore de savoir si ce sont vraiment des écoulements d'eau liquide salée. En tout cas en surface, aujourd'hui, Mars est un désert aride, où l'eau liquide n'est plus stable. Donc voilà une review de l'histoire de la planète Mars, et ce qui peut nous intéresser en termes d'habitabilité, eh bien, se confine uniquement dans les 800 premiers millions d'années. La question pouvait à ce moment-là se poser si Mars était habitable en surface, puisqu'on a tous les indices qui nous permettent de dire qu'on avait éventuellement des conditions favorables à l'apparition de la vie en surface. Ensuite, eh bien, c'est une désertification et une glaciation galopante quand Mars a perdu complètement son atmosphère suite à l'arrêt de son champ magnétique. Tout ça est lié à un seul et unique paramètre, c'est la masse de Mars. Mars fait uniquement 1/10 de la masse terrestre. Il aurait peut-être suffi, des calculs ont montré qu'il aurait suffi que Mars soit un tout petit peu plus massif que la moitié de la masse terrestre, par exemple, pour qu'elle réussisse à maintenir son champ magnétique et donc son atmosphère. En tout cas, sur une période de temps beaucoup plus longue. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ce que peut nous apprendre Mars quand on réfléchit à l'habitabilité d'une planète en surface, c'est que pour rester propice à la vie en surface, il faut aussi pouvoir conserver son atmosphère, c'est fondamental. Si on perd son atmosphère, eh bien on perd ses liquides à sa surface, on se désertifie, et évidemment, on n'est plus habitable au sens que je l'ai donné tout à l'heure. Et évidemment, pour conserver son atmosphère, il faut avoir une gravité, un champ magnétique, une gravité suffisante, un champ magnétique et une tectonique des plaques, et pour cela, il faut avoir une masse suffisante. Et comme on l'a vu avec Olivier, et comme on va le voir avec d'autres présentations, évidemment, la définition de la zone d'habitabilité de surface que je vais donner est extrêmement limitée. Qu'est-ce qui peut se passer? Mars n'est plus habitable aujourd'hui en surface, mais pourquoi pas en sous-sol, où dans ce cas-là, on pourrait trouver les conditions de température et de pression. Donc on se redéplace dans le diagramme des phases pour retrouver des poches d'eau liquide en sous-surface martienne. Pourquoi pas? Et alors je ne résiste... Alors juste pour... Donc ça c'est un scénario relativement optimiste, hein, tout de même. Si on y réfléchit, Mars aurait potentiellement pu, d'après les traces minéralogiques et géologiques, Mars aurait pu potentiellement rester habitable pendant près de 800 millions d'années. C'est à peu près à cette période-là que l'on découvre les premières traces du vivant sur Terre, entre 3,8, il y a 3,8 et 3,5 milliards d'années. Pourquoi pas sur Mars? Et en fait, c'est une vision, donc ce modèle standard, et on pense maintenant, dans un article qui a été accepté très récemment dans Icarus, on pense que c'est une vision plutôt optimiste, et que si on rajoute la contrainte climatique, qu'on essaie de modéliser le climat de Mars jeune, eh bien on s'aperçoit que le verdict est sans appel. Il est impossible, il n'y a pas un seul modèle qui permet d'avoir un climat chaud et humide sur Mars, même au cours du Noakien, même dans la période où on observe ces traces liquides. De l'eau liquide en surface, très certainement, on arrive à les prédire. Hein. Vous avez ici une carte de distribution pour Mars préhistorique, donc Mars du Noakien. Vous avez quand même la possibilité d'avoir des traces d'eau liquide en surface de Mars, des dépôts liquides. Ils ont cette distribution ici dans cette simulation-là. Mais en fait, quand on regarde l'aspect temporalité, on s'aperçoit que cette eau liquide, elle est toujours possible, mais en de très rares circonstances et de manière très localisée et pendant des périodes de temps très courtes. En fait, ça va dépendre
de l'eau, donc l'état le plus stable d'après les modèles climatiques, même pour le Mars d'origine, c'est la glace à la surface. Même pour une atmosphère d'1 bar de CO2, ou même supérieur à cela. Et très sporadiquement, en fonction des saisons et de la position de Mars sur son orbite, plus stable qu'une portion uniquement d'une année martienne. Donc on n'aura pas de l'eau liquide et de l'eau liquide stable, en tout cas pendant 800 millions d'années, d'après les modèles climatiques. Donc ça remet en question toute la question de l'habitabilité de la planète Mars, même pendant les 800 premiers millions d'années. Et puis, donc, bref, on verra s'il y a des questions sur MSL, on va s'arrêter. C'était ma perspective en fin de présentation. Bon.